Le futur a toujours fait peur. Si on avait expliqué à Napoléon Bonaparte qu'il y aurait des chemins de fer, qu'il y aurait des youtubeurs, il aurait fait un infarctus, Napoléon Bonaparte. On nous parle de transition écologique tout le temps. Est-ce qu'il y a une transition technologique avant? Bah oui, la principale transition, c'est pas la transition énergétique, c'est le passage d'un monde sans intelligence artificielle à un monde à l'intelligence artificielle omniprésente. On était la seule espèce dotée d'intelligence conceptuelle sur Terre. Et patatras, on a fait la connerie de faire émerger de nouvelles formes d'intelligence, l'intelligence artificielle. Et alors là, c'est le début d'une succession d'emmerdements dont on n'a même pas idée. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Il y a deux intelligences artificielles. Il y a l'intelligence artificielle faible qui existe, qui fait des tâches que font les hommes, conduire une voiture, analyser un cancer. Il y a les intelligences artificielles fortes, c'est comme dans la science-fiction. Ce serait une intelligence artificielle qui aurait un propre projet, qui saurait qu'elle existe et qui potentiellement deviendrait hostile. Pour l'instant, notre problème, c'est de ne pas être dépassé par des intelligences artificielles faibles qui sont cons comme une bite, mais qui font les choses mieux que nous dans de plus en plus de secteurs. L'éducation nationale, elle a un rôle à jouer là-dedans, elle est à la hauteur en ce moment ou pas? L'éducation nationale, elle est dépassée, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas son rôle historique. Les gamins qui sont rentrés à l'école maternelle le mois dernier, ils seront encore sur le marché du travail en 2070. L'éducation nationale n'est pas en train de faire de ces gamins des gens qui vont être compétitifs face à l'intelligence artificielle, parce que l'éducation nationale est une bureaucratie, parce que personne ne s'intéresse à l'intelligence artificielle à l'éducation nationale. Donc oui, il va falloir décapiter l'éducation nationale, parce que sinon on va bousiller l'avenir de nos gamins. Donc oui, il faut mettre des gens qui comprennent le futur à l'éducation nationale, et pas des bureaucrates. Votre livre, Laurent Alexandre, s'appelle La guerre des intelligences. Est-ce que c'est la guerre? Parce qu'on vous entend beaucoup dire ça, que c'est la guerre. L'intelligence, c'est le moyen d'avoir le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la guerre. Le pouvoir, personne ne le donne. Macron, il a pris le pouvoir économique, c'est-à-dire l'argent, on le prend. Personne ne vous donne un chèque dans la rue, personne ne vous donne un poste, personne ne vous donne du pouvoir. Le pouvoir, c'est la guerre. On est en guerre contre qui? On est en guerre contre les autres. Et là, on va être en guerre entre nous et l'intelligence artificielle. Pas forcément dans 10 ans, dans 20 ans, mais à long terme. N'oubliez pas que l'intelligence artificielle, elle est là pour 1 milliard d'années. Ouais. Elle est là pour toujours. On ne va pas débrancher l'intelligence artificielle en 2092. Si je vous dis transhumanisme, vous me répondez quoi? Que c'est l'idéologie qui a conduit à l'émergence de l'intelligence artificielle. Vous en êtes, vous? Non, moi je ne suis pas un transhumaniste. Moi je suis un observateur du transhumanisme. Mais le transhumanisme, ce sont ces gens en Chine et dans la Silicon Valley qui ont 5 objectifs: tuer la mort, nous rendre immortels, nous augmenter, brancher des microprocesseurs dans nos cerveaux, comme Elon Musk, le fondateur de Tesla, veut le faire avec sa nouvelle société Neuralink, conquérir le cosmos, et puis supprimer le risque, notamment les risques qu'on a quand on fait des bébés, c'est-à-dire produire des bébés à la carte, des bébés qu'on designerait comme un produit industriel en choisissant les différentes caractéristiques, comme dans un film bien connu qui est Bienvenue à Gattaca. Ça fait peur hein, quand même un petit peu. Franchement. Le futur a toujours fait peur. Si on avait expliqué à Napoléon Bonaparte qu'il y aurait des chemins de fer, qu'il y aurait des youtubeurs, il aurait fait un infarctus, Napoléon Bonaparte. On dit de vous que vous êtes un gourou. Un gourou, vous avez entendu cette expression? Non, je ne suis pas un gourou, mais effectivement, quand je mets une vidéo pas forcément rigolote sur YouTube ou sur Facebook, il y a des millions de gens qui la regardent, donc les gens disent que je suis un gourou. Je suis juste quelqu'un qui parle des sujets qui sont en général pas abordés par les vieux schnocks de la politique. Mais gourou, je crois pas. On a été voir les gens dans la rue pour savoir si on vivait jusqu'à 500 ans, qu'est-ce qui se passerait et qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire. Regardez la réponse. Si demain votre médecin vous annonce que vous pouvez vivre jusqu'à 500 ans, qu'est-ce que vous feriez? Oh non, pourquoi pas? Non, Moi j'en sais foutrement rien. c'est beaucoup trop long. C'est trop long. Bah, on dit oui. Qu'est-ce que vous feriez? Un aller simple en Inde, là. On profite de la vie. Moi je me vois même pas vivre jusqu'à 70 ans, genre Ah bon? clairement. Ah, Oui, parce que c'est peut-être vous avez peur de vieillir, mais si on vous dit que grâce à la technologie, vous pouvez rester aussi jeune que vous êtes là jusqu'à mais- déjà 200 ans, et puis après vous vieillissez à partir de 200 Ouais, mais ans. c'est au final le temps imparti qu'on a qui fait qu'on fait des choses. Si on a 500 ans, je sais pas si on fera beaucoup de choses. Plus dans le même état d'esprit, quoi. Faut savoir s'arrêter, profiter de ce qui nous est offert et ça sert à rien de chercher plus loin, quoi. Quand il y a trop, que ça s'arrête jamais, on profite plus rien n'est exceptionnel, plus rien n'est fabuleux. Vous vous rendez compte? Il faut voir toute la population aux alentours. Hein. Si tout le monde vit jusqu'à 500 ans, qui va les nourrir? On va épuiser la terre. Sans être écolo ça, spécialement, mais bon,
Donc moi, c'est à ça que je pense aussi. Hein. De vivre jusqu'à 500 ans, ça vous inquiète vous D'abord, ça inquiète des gens, ça inquiète les déprimés. Quand vous êtes déprimé, vous voulez mourir. D'ailleurs, les déprimés se suicident. C'est bien parce que le temps est intolérable. Ils n'ont pas envie de baiser, ils n'ont pas envie de lire des livres, ils n'ont pas envie de voyager, ils attendent la mort. Donc, d'abord, les déprimés ne veulent pas vivre 500 ans parce qu'ils veulent mourir, ils en ont marre de vivre. Puis après, il y a les gens qui ont peur parce que ils n'imaginent pas qu'ils puissent faire plein de nouvelles choses, qu'ils puissent avoir de nouvelles expériences. Ouais. Et puis, ils ont peur pour la planète. Ils n'ont pas compris que l'exploration du cosmos a commencé et que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a parlé récemment d'un plan pour coloniser la galaxie. Et il estime qu'il faut au minimum 1000 milliards de terriens pour coloniser rien que notre galaxie. On ne sera jamais trop. On a des tas de choses à faire. Et donc, sauf si on est déprimé, ce sera pas mal de vivre plus longtemps. Ouais. Vous ferez quoi, vous, à 500 ans? Moi, je vais mourir de mon Alzheimer à 85 ans. Mais non. Moi, je fais partie des dernières générations qui vont mourir. D'accord. Donc, moi, mon problème, c'est de savoir comment gérer mon Alzheimer et d'éviter que mes enfants m'abandonnent à l'hospice une fois que je leur aurai fait une donation. Les générations d'après vont devoir réfléchir à ce qu'est un destin où on ne meurt plus. Mais ça ne nous concerne pas. Vous savez combien gagne un chercheur en France? Je sais très bien que les chercheurs sont sous-payés. Et comment on fait alors? Il va falloir augmenter les chercheurs, en tout cas les bons chercheurs. Et si on ne fait pas ça, eh ben la France va plus avoir un bon système de recherche dans les décennies qui viennent. Et les pouvoirs publics n'ont pas bien compris que les chercheurs ne vont pas être la dernière profession intellectuelle à être sous-payée et qu'un jour ils vont se révolter. Ils ne vont pas descendre dans la rue. Ils vont juste prendre un billet d'avion pour les pays où l'on respecte les chercheurs, où on les aime, où on les paie correctement et où on leur donne de bonnes conditions de travail. Et ce pays-là, ça n'est malheureusement pas la France. On a une voix qui pose des questions dans cette émission. Écoutez, elle a une question à vous poser. Monsieur Alexandre, selon vous, quand pourra-t-on épouser des robots? Juridiquement, sans doute à la fin du siècle. Est-ce que ce sera une union féconde? Possiblement quand l'utérus artificiel fonctionnera, on pourra faire des bébés sans qu'il y ait besoin de la matrice féminine. On va passer au que oui, que non. Vous répondez que par oui ou que par non. Est-ce que le président de la République pourrait être un robot un jour d'ailleurs? Est-ce que ça pourrait être un robot qui nous dirigera? Un robot non, mais une intelligence artificielle, c'est envisageable. C'est l'un des dangers d'ailleurs. Hein. Si la classe politique ne devient pas plus efficace, on pourra imaginer demain que des solutions informatiques soient de meilleurs gestionnaires et que finalement la démocratie succombe à sa médiocrité. Vous avez voté Macron à la présidentielle? Ouais. Aux 2 tours? Ouais. Vous pourriez être ministre de la Recherche si on vous le proposait? Non. En dehors du fait que je ne suis pas candidat, il n'est pas possible à un entrepreneur qui a réussi d'être aujourd'hui ministre dans la France un peu envieuse dans laquelle on est. Est-ce qu'on peut être religieux et être pour le progrès? Bien sûr. D'ailleurs, le transhumanisme est une forme de religion particulière qui remplace les dieux traditionnels par l'homme-dieu, l'homme augmenté par la technologie qui devient son propre dieu. Que oui, que non, est-ce que vous vivez en Belgique, c'est vrai? Ouais. Et quand on dit que vous êtes exilé fiscal, ça vous fait quoi? Je ne suis pas exilé fiscal, je vis en Europe. Et je suis plus près de Paris qu'un Marseillais et je vis où je veux. Très bien. On va terminer avec la question qui tue. Je vais me permettre de vous tutoyer si ça ne vous dérange pas, monsieur Alexandre. Moi, je tutoie tout le monde. Ah bah je peux vous appeler Laurent alors? Je crois. Appelez-moi Alex. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça, Laurent? Oui. Toujours? Toujours. Depuis tout petit? Depuis tout petit. Et ta femme, elle te dit quoi quand tu lui donnes de nouvelles idées? Elle trouve que je m'agite trop, les enfants trouvent que je fais trop de choses, et mes enfants auraient voulu que je sois cadre moyen chez Peugeot. Pour terminer cette interview, on parlait tout à l'heure du progrès, tout ça, de Emmanuel Macron. Est-ce que tu aurais pu voter Jacques Cheminade aux élections présidentielles? Jacques Cheminade est, de mon point de vue, siphonné. Donc je n'aurais pas pu voter pour quelqu'un que je juge irresponsable. Ça t'a plu Google, YouTube, tout ça? Tu étais à Google aujourd'hui, à YouTube? Mais moi j'adore Google et je suis ébloui par la réussite de Google qui, je l'ai toujours dit, ne sont pas des prédateurs, mais sont en réalité des visionnaires qui ont construit des applicatifs numériques extraordinaires. La connerie de l'Europe, c'est de penser que les géants du numérique ont faussé les règles. En réalité, les géants du numérique n'ont pas faussé les règles, ils ont juste été bien meilleurs que nous sommes. C'est nous qui avons été lamentables, nuls technologiquement, et c'est pour ça qu'on est vassalisés et qu'on est une colonie numérique. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont triché, c'est juste parce qu'on est minable. Pour terminer l'interview, est-ce que vous pouvez prendre une photo de vous? On la met partout. Là, vous appuyez juste ici, de vous comme ça. Ouais, j'ai l'air malin là. Merci, très bien. C'est une vraie photo. Ah oui, c'est une vraie photo qui sort. C'est la technologie.
Vous voyez, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui là. Merci beaucoup. Merci et à bientôt.